Je vais vous avouer un truc aujourd'hui. Comprendre les desiderata du marché et les visions des investisseurs, c'est pas le métier le plus facile en ce moment. Ça l'a jamais été, mais là aujourd'hui, c'est encore plus compliqué. Si on prend juste le temps de se projeter, ne serait-ce que 3-4 séances dans le passé, c'est assez facile de se rendre compte que on ne sait absolument pas où on va. Vendredi dernier, on perd 1,6% à New York sur le principe de base que les chiffres de l'emploi étaient merdiques et que l'on prenait conscience que l'économie ralentissait. Lundi, on récupérait 1,71% en se basant sur le fait que comme les chiffres de l'emploi de vendredi dernier n'étaient pas bons et que ça démontrait clairement que l'économie ralentissait, même si les chiffres étaient magouillés par le BLS selon Trump et qu'il a viré la chef du BLS dans la foulée, Powell n'aura ou n'aurait plus d'autre choix que de baisser les taux en septembre. La probabilité de baisse des taux grimpait donc à 95% et on effaçait la séance de vendredi. Mardi, on avait des chiffres tout pourris du côté de l'ISM. On parlait même de stagflation et le marché abandonnait 0,7% parce que la stagflation, c'est pas bon et la contraction de l'économie, c'est pas du tout ce que l'on veut entendre. Mais hier, on a effacé à nouveau la baisse de mardi en se basant sur le fait que les taux, ils allaient quand même baisser au mois de septembre. Je le rappelle, 95% de chance de baisse des taux, quand même. Et qu'en plus de la baisse des taux, Trump a en plus réussi à tordre le bras à Apple qui va investir 100 milliards de plus aux USA et engager 20 000 personnes. Apple a pris plus de 5%, et quand Apple prend plus de 5%, t'effaces forcément les 0,7% de baisse de la veille. Mais l'un dans l'autre, ça fait quand même 4 séances qu'on change tous les jours d'avis pour les mêmes raisons, mais interprétées différemment pour se retrouver exactement là où nous étions à la clôture de jeudi dernier, le 31 juillet. Du coup, quand Claude François chantait « Ça s'en va et ça revient », on comprend beaucoup mieux le sens de la chanson. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 7 août 2025 et je suis Thomas Veillet. Ça fait au moins une chose qui ne change pas. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Bon, ce matin, on va essayer d'être assez simple et rationnel. Alors, commençons tout d'abord avec l'Europe. Alors, le problème en Europe, c'est qu'on n'a pas de Magnificent Seven. En vrai, c'est pas tout à fait exact parce qu'au printemps 2024, on a quand même commencé à parler sérieusement des 7 actions européennes qui pouvaient représenter l'Europe, qui pouvaient être les Magnificent Seven européens. À l'époque, on parlait de Novo Nordisk qui a publié hier et qui n'a pas plu au marché encore une fois et qui d'ailleurs a quand même perdu 70% de sa valeur depuis le printemps 2024. Non, parce que visiblement plus personne n'est en surpoids en 2025 et comme plus personne ne mange au McDo, on n'a plus besoin d'eux. Enfin, je dis ça pour le McDo parce que justement ça tombe bien, hier ils ont aussi annoncé leur chiffre trimestriel et un retour à la croissance. Youpi! On vit quand même une époque formidable. Le leader de la lutte contre l'obésité publie des chiffres qui ne plaisent pas au marché et le titre est en baisse de 70% sur 18 mois et le leader du soutien à la création de l'obésité cartonne et renoue avec la croissance. McDo est en hausse de 25% sur la même période. Vous avouerez que se mettre long McDo et short Novo Nordisk il y a 18 mois en arrière, il fallait quand même y penser. Mais bon, là n'est pas le sujet. Donc, nos Magnificent Seven européens, en plus de Novo Nordisk, contenaient aussi du LVMH. Là non plus, je vous fais pas un dessin. On a commencé à parler des Magnificent Seven européens en mars 2024 et depuis, Bernard Arnault a perdu 50% de sa valeur. Enfin, LVMH. Ensuite, il y avait ASML, en baisse de 36% depuis mars 2024. Ensuite, il y a SAP, qui est quasiment le seul Magnificent Seven qui est en hausse de 50%. Et puis, il y a Schneider Electric qui est flat sur 18 mois. Et on termine avec Hermès et L'Oréal qui sont plus ou moins au même niveau que depuis qu'on a commencé à parler de la thématique des Magnificent Seven européens. Pour faire simple, si vous aviez fait all-in dans les Magnificent Seven européens il y a 18 mois, vous seriez en perte de 15% à la louche. En revanche, avec la même louche, le même pari sur la version originale américaine vous aurait rapporté un bénéfice de 30%. Bon, pourquoi je vous disais ça, moi, déjà ? Ah oui, je vous disais ça parce que comme en Europe, on n'a pas de vrai Magnificent Seven qui domine et qui tire le marché à la hausse et qui domine les industries de croissance comme l'IA, le cloud ou encore la fabrication de smartphones hors de prix, on est obligé de s'intéresser à d'autres sujets, comme les droits de douane ou les chiffres économiques américains. Résultat, hier, on n'a rien foutu en Europe parce qu'on se demandait, je cite, ce qui allait se passer aujourd'hui, jeudi 7 août, avec l'introduction officielle des droits de douane made in Donald Trump. Alors déjà qu'on ne trouve rien à dire sur l'économie
l'économie locale, que les gens sont en vacances, que les volumes sont merdiques parce que les gens sont en vacances, ça laisse pas grand-chose d'excitant à raconter sur l'Europe. Donc hier, le CAC montait de 3 fois rien, en se posant des questions existentielles et en se demandant ce que Trump allait faire ces prochains mois, tout en étant parfaitement conscient que Trump lui-même ne sait pas ce qu'il va faire déjà aujourd'hui. En Allemagne, on terminait en hausse de 0,33% avec l'enthousiasme d'un Labrador qui vient d'apprendre que dorénavant, on le mettait au régime vegan. Et puis en Suisse, on perdait 0,87% parce que soudainement, on a pris conscience qu'éventuellement, peut-être, les pharma allaient subir des tarifs douaniers de 250%. Bon, on s'en foutait la veille, mais une fois qu'on nous a expliqué longtemps, on a finalement compris et hier, Novartis et Roche se sont fait tirer dessus à balles réelles. Et forcément, quand on s'acharne sur les papes de la pharma baloise, le SMI ne peut pas résister. Et puis, bien sûr, il faut aussi noter qu'en Suisse, on attendait quand même des news du rendez-vous entre Karin Keller-Sutter, notre bonne présidente suisse, qui était en visite à Washington pour voir Rubio, en mode panique pour trouver une solution à nos 39% de taxes douanières qui prennent effet ce matin. À l'heure où je vous parle, rien à filtrer. Madame Keller-Sutter et Guy Parmelin sont sortis de leur entretien avec Marco Rubio, le sourire jusqu'aux oreilles. C'était une très bonne rencontre, d'après KKS, avec un échange amical et ouvert sur les enjeux communs, comprendre. On a parlé commerce, géopolitique et peut-être un peu des 39% de taxes qui nous ont mis dans la tronche. Et puis alors, Guy Parmelin, toujours aussi mythique, a joué la carte de la diplomatie façon Alinghi, façon Team Switzerland, en mode on est venu à deux, mais c'est toute la Suisse qui parle. Bon, en même temps, vu qu'il a le même niveau d'anglais qu'un François Hollande sous Xanax, c'est quand même mieux que ce soit la Suisse qui parle plutôt que lui tout seul. Sinon, ce matin, on avait 64% de droits de douane sur les exportations. De leur côté, les Américains, eux, ils ont dit que les discussions ont porté sur une relation commerciale équitable et une volonté commune de renforcer la coopération en matière de défense. En gros, que la Suisse continue d'acheter des F-35 qui volent pas. En résumé, pas de clash, pas de tape sur les doigts, juste un bon vieux round de diplomatie économique. Tout le monde repart content. Les journalistes suisses écrivent le mot cordial dans tous les articles. Les Américains disent que les intérêts sont alignés, même si l'absence de Trump dans le meeting d'hier en dit long sur ô combien le cas de la Suisse préoccupe le président américain. Et ce matin, on paye 39% de droits de douane. Rien n'a changé, mis à part 2 billets en business class chez Suisse et un selfie diplomatique. Bref, hier, l'Europe, c'était chiant, et la Suisse, c'était déprimant, mais Parmelin est content, et c'est peut-être le principal. Après, il y avait les USA qui avaient leur propre vie. Alors, je ne vous cache pas que le Wall Street Journal n'a pas fait sa première page avec la visite de nos conseillers fédéraux. Non, la préoccupation des Américains est quand même ailleurs. Si on prend le temps de lire la presse américaine, on sent qu'il y a encore un effet positif provoqué par des chiffres économiques tout pourris. On a l'effet retard qui fait son effet. Vendredi dernier, les NFP sont immondes, les révisions sont catastrophiques, mais le lundi suivant, on monte parce que Powell, il va baisser les taux. Même scénario cette semaine, l'ISM est à vomir mardi, mais hier, on monte parce que Powell, il va baisser les taux. En gros, le principe est simple. Si l'économie va mal, d'abord, on baisse par principe et aussi parce qu'on n'arrive pas à faire deux choses à la fois. Ensuite, on rentre à la maison, on réfléchit en mangeant un double Big Mac avec des frites et un kilo de rips marinés dans la sauce barbecue et on arrose tout ça à la bonne et on s'envoie un kilo de crème glacée et on retourne au bureau le lendemain pour tout racheter parce que Powell, il va baisser les taux. Et au passage, vu le menu de la veille, on pourrait aussi racheter Novo Nordisk ou Eli Lilly. Comprenne qui pourra. Mais hier à New York, on n'est pas monté que pour ça. On est aussi monté parce que globalement, on a quand même eu des bons chiffres qui ont été publiés par certaines sociétés. On a déjà mentionné McDo, qui va pas mal du tout. Après, on peut pinailler en notant au passage qu'ils ont fait un carton avec les menus à bas prix. Ce qui veut aussi dire que quand les Américains se ruent au McDo pour bouffer pour pas cher, ça veut pas dire non plus que l'économie cartonne comme une folle. J'en conviens, mon raccourci est un peu court. Mais quand même, c'est quand même un signe quand c'est le l'ON qui cartonne, non? Bon. Peut-être que je suis trop négatif et que je doute un peu trop de tout cet optimisme ambiant. Après, c'est quand même pas moi qui ai foutu la patronne du BLS dehors parce qu'elle magouillait les chiffres. Ça donne quand même de quoi se poser des questions. Bon, mis à part McDo, on notera que Shopify a pris 20% au plus haut depuis 2021. Ils ont pulvérisé les attentes. 906 millions de bénéfices contre 171 millions l'an dernier. 69 cents par action. Le marché attendait 20. Chiffre d'affaires 2,68 milliards, bien au-dessus des 2,55 prévus. Quand même, les gars se sont gourés. Ils attendaient 20 cents par action. Ça sort à 69. C'est quand même exceptionnel. Le CEO Finkelstein jubile. Les investissements passés payent et la croissance va continuer. Ça va cartonner au troisième trimestre. On attend plus 20, plus 25% de chiffre d'affaires, plus 20% de marge brute. Le titre a fait x3
en un an. Et il y avait aussi Arista Networks qui a sorti des résultats au-dessus des attentes, bénéfices et chiffres d'affaires battent le consensus et surtout l'IA commence à rapporter du vrai cash, que ce soit dans le cloud ou dans les entreprises. Revenus en forte hausse, 2,8 milliards contre 2,1 précédemment, ce qui veut dire une grosse visibilité sur la croissance future. Le titre a explosé de 17,5% hier et on est en hausse de 137% depuis le 2 avril. Et puis alors, le gros truc de la journée d'hier, c'est quand même Apple qui va investir 100 milliards de plus aux USA. Bon, c'est pas tant le montant qui choque, c'est le signal que ça donne. Non, parce que il faut savoir qu'en février de cette année, Tim Cook avait déjà annoncé des investissements de 500 milliards aux USA. Alors 100 milliards de plus ou de moins, vous en conviendrez, ça change pas la donne. Mais c'est surtout le signal que ça donne. Ça veut dire qu'ils se plient à la politique de Trump et qu'ils rentrent au bercail. Ils vont se développer aux States, créer des jobs, on parle de 20 000 nouveaux emplois, et Trump peut commencer à entamer la danse de la victoire. Encore une danse de la victoire. Et pour bien montrer à Trump qu'ils sont désormais best friends forever, Cook lui a offert une plaque Apple gravée dans du verre made in Kentucky, découpée au laser avec la pomme au milieu et posée sur une base en or de 24 carats. Oui, 24 carats. Ça brille, c'est symbolique et ça dit « Regarde Donald !» On est copains maintenant. Mais derrière la comédie politique, le message est très clair. Apple rapatrie en partie sa production aux États-Unis. Ils vont bosser avec Corning, la boîte qui fait les vitres incassables, pour produire tout le verre des iPhones et des Apple Watch dans le Kentucky. Chaque iPhone et chaque Apple Watch vendu dans le monde auront donc dorénavant une partie Made in Kentucky, Redneck Pride, version technologique. Et histoire de ne pas faire les choses à moitié, Apple a aussi annoncé 20 000 nouveaux jobs aux USA, principalement dans la recherche et le développement, l'IA, les puces et le software, et une volonté affichée de jouer la carte du patriotisme industriel pour éviter de se prendre une fessée douanière par Trump qui menace encore de taxer les puces électroniques la semaine prochaine. Il a déjà parlé de 100% de droits de douane pour les sociétés qui joueront pas le jeu. Apple est d'ores et déjà exempt de ce problème. Alors la question c'est pourquoi ce revirement spectaculaire ? Parce que Trump a un levier, les tarifs douaniers, et oui, et parce qu'Apple a commencé à délocaliser une partie de sa production d'iPhone vers l'Inde, ce qui avait légèrement tendu l'ambiance avec l'ex-président devenu président. Donc Tim Cook est venu calmer le jeu en mode bon, ok, on revient à la maison, Donald, c'est bon, t'es content? Résultat, l'action Apple a pris 5% durant la séance et encore 2% sur l'afterclose. Corning a aussi pris 4,4% en after hours. Les investisseurs ont vu le signal, Apple veut jouer la montre avec la Maison Blanche et éviter les claques fiscales. La morale, c'est que quand tu fais un câlin à Donald Trump et que tu mets un genou à terre en baissant les yeux, eh bien tu peux peut-être éviter une surtaxe de 20%. Et en bonus, tu fais grimper ton action. Eh oui, business is business. Et puis surtout, quand l'action Apple prend 5%, eh ben c'est tout le reste qui monte. Dans les dernières choses qu'il faut encore retenir ce matin, c'est que Trump, eh oui, toujours lui, vient de doubler les taxes douanières indiennes en passant de 25 à 50% à cause des liens des Indiens avec la Russie. Les Indiens sont fous de rage et Trump, lui, s'en tape, il va jouer au golf ce week-end. On commence aussi à parler de la Chine. Le deadline du moratoire, c'est le 12 août, autrement dit, la semaine prochaine. Et pour ce qu'on en sait, tout le monde semble d'accord pour repousser la date butoir de quelques mois, mais ça doit être encore validé par, eh oui, par Trump. Autant vous dire qu'encore une fois, le président tient le marché par et que ça pourrait, en fonction des news dans les jours à venir, créer quelques tensions et quelques volatilités. Il faudra suivre l'affaire, attentivement quand même. Sans compter en plus que Xi Jinping semble très absent en ce moment et que des rumeurs de mise en retrait commencent à circuler. Et puis, toujours au chapitre qui nous occupe aujourd'hui, le chapitre Trump, le président a annoncé qu'il y avait une très bonne chance qu'il rencontre bientôt Vladimir Poutine et Zelensky pour tenter de négocier la paix. Alors, il a eu un appel téléphonique avec Zelensky et il a évoqué l'idée d'un sommet en laissant entendre que Poutine serait prêt à discuter si on met sur la table la question des territoires à échanger. Mais Marco Rubio, le secrétaire d'État, a calmé l'enthousiasme. Il a dit qu'il fallait d'abord un mini cessez-le-feu et qu'il y avait encore plein d'obstacles. Donc pas de sommet immédiat et peut-être rien avant la semaine prochaine, voire un peu plus. Bref, la guerre en Ukraine, de toute façon, ça fait bien longtemps que Wall Street ne s'en préoccupe plus. Côté chiffres du jour, nous aurons la production industrielle allemande ainsi que leur trade balance. Et puis aux USA, ça sera les éternels jobless claims du jeudi. Il y aura aussi la décision de la Banque d'Angleterre sur les taux. Pour les trimestriels du jour, nous aurons Eli Lilly, histoire de reparler, régime drastique, Siemens, Allianz, Gilead, ConocoPhillips, Zurich, Rheinmetall, Pinterest ou encore Sony. Pour le moment,
Comme tous les matins, les futurs sont en légère hausse et comme tous les matins, je me demande ce qu'on ferait et ce qu'on raconterait si Trump n'était pas là. Bref, entre les marchés qui changent d'avis toutes les 24 heures, Apple qui se met à genoux devant Donald Trump et la Suisse qui paye 39% de taxes en allant à Washington pour rien, en tous les cas pour l'instant, on vit une époque formidable. La seule chose qui semble stable visiblement dans ce marché, c'est moi qui me lève à 4h du matin et qui suis là tous les jours. Et encore, ça dépend des jours parce que justement, demain je suis pas là. Ouais, j'ai des trucs à faire dans la capitale des Gaules. Donc en conclusion, abonnez-vous à la chaîne Suisse Côte en français, likez cette vidéo, partagez cette vidéo et on se retrouve samedi et non pas demain pour notre traditionnel Swiss Bliss du week-end. Prochain Morning Bull Live, lundi 11 août. Alors soyez forts et n'oubliez pas que le secret le mieux gardé dans le monde de l'investissement, c'est que presque rien ne se passe comme prévu. Allez, belle journée à vous et à samedi ou à lundi. Bye bye!